Vous avez envie de vous lancer dans le drone FPV, mais vous ne savez pas trop par où commencer, et notamment quel matériel acheter pour débuter. Eh bien, je vais essayer de vous aider justement pour bien débuter dans l'activité. Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, contrairement à un drone stabilisé type DJI qui est vendu en pack complet, en FPV, souvent, ce sont des packs dissociés. On achète le drone, la radiocommande, le masque, les batteries, tout ça, c'est à part. Il y a quelques kits qui, pour débuter, justement, vous fournissent l'ensemble, mais ça va être un petit peu limité dans le temps si vous voulez commencer justement à évoluer, à faire des choses un petit peu plus complexes. Donc, ce qu'il va falloir déjà vous poser comme question, c'est est-ce que vous voulez essayer le FPV juste pour voir comment ça fait et quelles impressions vous avez justement avec le FPV, ou alors si vraiment vous voulez débuter et vous savez que vous allez vraiment accrocher à l'activité et que vous allez vouloir évoluer dans le FPV. C'est pour ça qu'avant tout, avant même de vous mettre en situation réelle de FPV, de vol en immersion, je vous conseille de tester vraiment le simulateur. Ça va nécessiter l'achat d'une radiocommande, donc là vous avez différentes options. Soit vous n'êtes pas sûr d'aller dans l'activité, à ce moment-là vous achetez une petite radiocommande USB pour quelques dizaines d'euros, ou alors même parfois une radiocommande de PlayStation peut faire l'affaire en fonction du simulateur que vous avez utilisé. Donc là, le simulateur, ça va vraiment vous aider à voir si c'est fait pour vous, si vous accrochez à l'activité et si vous y arrivez. Au début, pas de panique. Sur le simulateur, c'est très difficile, on n'y arrive pas, on crache tout le temps. Il faut attendre le petit déclic, il faut persévérer. Mais là, vous aurez vraiment les sensations et la réaction du pilotage qui est totalement différente d'un drone stabilisé. Et donc, ça va vous montrer qu'il faut piloter tout le temps. Un drone FPV, il n'est pas stabilisé, ou alors très peu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de capteur optique, donc il est incapable de tenir une position fixe par rapport au sol sans jouer sur les manches de la radiocommande. Il y a différents modes, donc angle, stabilisé, horizon ou accro, qui vont permettre d'assister légèrement, par exemple de garder le drone à plat, c'est-à-dire que si vous initiez un mouvement de roulis, eh bien, dès que vous lâchez le manche, le drone va revenir à plat. Donc ça, c'est le mode angle, le mode stabilisé, on va dire. Ça va vous aider. Mais en aucun cas, le drone restera sur place. S'il y a un petit peu de vent ou si le drone effectue une petite dérive, eh bien, du coup, ça va s'amplifier. Il va falloir à ce moment-là piloter pour contrer cette dérive. Le mode accro, c'est-à-dire le mode vraiment FPV qui permet justement de faire de l'acrobatie, des loopings, des tonneaux, des flips, etc. etc. Là, c'est aucune stabilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le drone est un petit peu incliné, eh bien, le drone va continuer son mouvement. Pour le remettre à plat, il va falloir agir avec les manches de la radiocommande pour venir le remettre à plat et contrer donc tous ces mouvements. Donc c'est vraiment du pilotage très précis, très sensible. Ça n'a rien à voir encore une fois avec le drone stabilisé. Là encore, le simulateur est là pour justement vous aider à la prise en main, ça évite de cracher et ça vous permet d'avoir les bons réflexes. Donc mon conseil, avant tout, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez vraiment voir comment ça fait et surtout si vous voulez progresser sans forcément casser du matériel, je pense qu'il faut investir un minimum dans un logiciel donc, de simulation. Le plus répandu, c'est Liftoff, ça coûte une vingtaine d'euros. Il va falloir ajouter à cela une radiocommande USB ou alors une manette de jeu. Ou alors, si vous êtes vraiment décidé à aller plus loin dans l'activité, vous pouvez déjà acheter une radiocommande qui va être compatible donc, avec votre drone, mais aussi avec le simulateur. Donc on le verra dans la partie radiocommande, comment choisir justement la bonne radiocommande en fonction de vos attentes. Pour les simulateurs, Liftoff, c'est quand même le plus répandu. Il y en a d'autres, je vous mettrai les liens dans la description. Il y en a certains qui sont gratuits, mais encore une fois, il faudra donc une radiocommande, donc soit une manette de jeu, soit une radiocommande déjà de modélisme qui pourrait être compatible avec le simulateur. Alors sur le simulateur, la plupart du temps, on fait ça sur un écran d'ordinateur. On n'a pas le masque en immersion, mais déjà, ça donne une bonne impression au niveau du manche, au niveau du pilotage, mais aussi au niveau du mal de mer, parce que souvent, quand on se met au FPV, eh bien, on peut être sujet au mal de mer. Personnellement, quand je fais beaucoup de simulateurs, quand je fais plus d'une heure de simulateur, il m'arrive parfois d'avoir un peu mal à la tête et d'avoir un peu la nausée, alors que je ne l'ai pas en vol en immersion lorsque je suis en situation réelle. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de voir si vous êtes à l'aise, si vous supportez ou non, au contraire, si vous avez plutôt tendance à avoir un petit peu le mal de mer. Donc mon conseil premier, c'est vraiment de commencer par du simulateur. D'ailleurs, le simulateur, il servira justement même plus tard, à progresser, à vous entraîner régulièrement, même quand vous serez pilote aguerri. Donc le simulateur, c'est un investissement, je pense, au début à faire, une vingtaine d'euros plus éventuellement la radiocommande en fonction de ce que vous choisissez. Mais je pense que ça vaut le coup et c'est pour moi le premier investissement à faire.
Ensuite, il va falloir aussi savoir pourquoi vous voulez faire du FPV. Est-ce que c'est pour faire des plans cinématographiques, donc des plans qualitatifs de bonne qualité, ou est-ce que c'est juste pour vous amuser avec du vol en immersion, juste avec le masque sans forcément sortir des très belles vidéos, ou alors si c'est pour faire du freestyle, de l'acrobatie, de la race, des courses, des compétitions. Donc tout ça, ça va déterminer aussi pas mal vos choix. Si c'est juste pour le pilotage en immersion, pour avoir les sensations, à ce moment-là, je vous conseille de commencer par un pack dédié. Donc, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Quand j'ai commencé il y a quelques années, eh bien, il n'y avait pas ces packs tout complets. Là, Beta FPV, c'est quand même une référence. Il y a plusieurs packs disponibles à moins de 200 € où vous avez le masque, le drone, la radiocommande et les batteries. Donc, tout prêt justement à être utilisé et à progresser tout de suite avec un petit drone FPV. L'avantage, c'est qu'au moins, vous n'avez pas à vous soucier justement des différentes choses à acheter séparément. Vous achetez un pack, vous pouvez voler avec. L'inconvénient, c'est que c'est un petit drone. Il est plutôt réservé à l'intérieur, puisque le drone FPV, surtout les drones très légers, eh bien, dès qu'il y a du vent, ça commence à être un petit peu délicat. Donc ça, ces petits drones pour débuter, il faut soit être en intérieur, soit en extérieur, sans vent. L'inconvénient de ces packs-là, c'est que la qualité vidéo est très médiocre, entre guillemets, donc c'est vraiment juste pour avoir les sensations au niveau du retour vidéo, du pilotage, mais vous n'allez pas forcément pouvoir exploiter les images si vous voulez faire du montage vidéo. Donc là, c'est vraiment pour s'entraîner au pilotage. L'autre inconvénient, c'est qu'a priori, tous ces packs-là, ça va être limité à l'usage de ce drone-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un investissement, donc c'est à vous de voir si vous voulez juste acheter un petit pack comme ça, moins de 200 € pour vous faire la main, pour vous entraîner chez vous, ou si encore une fois vous voulez progresser dans l'activité et continuer, et directement investir dans une vraie radiocommande, un vrai masque qui pourront vous servir avec des petits drones, mais aussi avec des gros drones ou tous les drones que vous pourriez utiliser en FPV. Et c'est là encore une fois la complexité, c'est qu'au niveau par exemple de la radiocommande, vous allez avoir plusieurs choix possibles. Vous allez avoir des fréquences différentes en fonction justement déjà si vous êtes en Europe ou aux États-Unis. Vous allez avoir différents protocoles, 2,4 GHz, 868 MHz, etc., etc. en fonction donc du pays dans lequel vous êtes et du protocole, notamment au niveau de la radiocommande. D'ailleurs, lorsque vous achetez un drone FPV, souvent vous pouvez choisir justement le protocole de transmission en fonction de la radiocommande que vous avez, puisque la plupart des drones FPV sont vendus séparément, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pack complet radiocommande, etc. Et justement, comment choisir le protocole de transmission? Alors, lorsqu'on achète un drone FPV, donc hors pack de débutant entre guillemets, ça va être tout ce qui est vendu en fait avec le drone. Soit vous achetez le châssis seul, vous le montez, vous soudez l'électronique, et ça c'est déjà plus complexe. Soit vous achetez un drone qui est prêt à être associé directement avec une radiocommande. Il est vendu sans la radiocommande, sans le masque, mais il y a tout l'électronique, les récepteurs qui sont donc à l'intérieur montés sur le drone. Ou alors, vous avez quelquefois des packs complets avec justement masque et radiocommande, mais là c'est plus rare, c'est souvent en mode numérique, donc avec le système DJI où vous pouvez avoir la radiocommande, le masque et le drone tout complet. C'est pour ça que c'est important donc de choisir le protocole de transmission de la radiocommande que vous voulez utiliser. Encore une fois, c'est hors pack débutant, là c'est une radiocommande qui va vous servir à utiliser des drones différents, que ce soit donc des petits drones, des moyens, des Cinewhoop ou des drones plus gros. Personnellement, j'ai commencé avec une radiocommande Taranis QX7. C'est une des plus populaires dans le monde du drone FPV. Et cette radiocommande, donc, j'ai choisi en protocole européen, en 2,4 GHz, qui me permet donc de piloter des drones sur cette fréquence-là. Mais après, j'ai évolué un petit peu et en fait, ce protocole-là, c'est pas celui que j'estimais le meilleur au niveau justement de la portée radio et le Crossfire. Donc, c'est un autre protocole qui fonctionne donc sur une autre bande de fréquence. 868 MHz, qui permet d'aller un petit peu plus loin en termes de portée, mais encore une fois en FPV on vole avec l'observateur donc qui doit avoir le drone en vue, donc c'est pas trop ça, mais surtout sur la pénétration par rapport aux obstacles. J'ai préféré donc le protocole Crossfire qui pour moi est plus intéressant, notamment si vous faites du vol en intérieur, à travers des murs, si vous passez donc dans des pièces ou même derrière des arbres, eh bien ça évite de perdre justement la transmission au niveau de la réception radio. Donc c'est pour ça que quitte à commencer, entre les différents protocoles, personnellement j'ai choisi le Crossfire et si vous regardez la plupart des pilotes qui volent depuis longtemps et qui volent justement dans différents environnements choisissent le Crossfire pour sa meilleure qualité de réception. Donc là c'est à vous de voir, mais il faut savoir que vous avez encore une fois donc
le protocole en 2,4 ou en 5,8 GHz, le protocole Crossfire, donc qui a une fréquence dédiée en Europe qui n'est pas la même que celle des États-Unis, mais qui permet une meilleure pénétration et une plus grosse portée. Et vous avez aussi des nouveaux protocoles qui viennent d'arriver sur le marché, qui sont sur différentes fréquences. Donc là, c'est encore une fois à vous de voir, à bien étudier ça. L'avantage de la Taranis, la QX7, c'est qu'on peut mettre un module derrière, ce que j'ai fait, qui rajoute le protocole Crossfire. Il suffit de switcher au niveau de la radiocommande, donc ça encore une fois c'est dans les paramètres qu'il faut rentrer. Mais c'est l'avantage de cette radiocommande, c'est qu'on peut lui greffer des modules et évoluer. Si c'était à refaire, je choisirais directement une radiocommande Crossfire, donc sur cette bande de fréquence qui est homologuée en France et qui permet encore une fois d'avoir des meilleures portées, une meilleure pénétration du signal. Vous avez une radiocommande qui est dédiée justement à cette fréquence-là. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas compatible avec le 2 Go 4. Donc c'est à vous de voir en fonction justement de ce que vous voulez faire. Si vous voulez continuer dans l'activité, aller un petit peu loin et avoir une meilleure pénétration, le protocole quand même de transmission Crossfire est quand même le plus adapté selon moi. L'avantage d'avoir ces radiocommandes, c'est qu'elles sont compatibles également avec le simulateur Liftoff par exemple, et donc du coup vous pouvez les utiliser aussi bien avec votre drone qu'avec le simulateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la radiocommande, c'est un peu la pièce maître de votre jeu, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer avec tous les drones, c'est-à-dire que le récepteur du drone, il va falloir donc le coupler à la radiocommande. Vous allez pouvoir mémoriser tous les drones que vous avez donc dans la radiocommande, et en fonction donc du vol que vous faites, il suffit juste de basculer au niveau du menu de la radiocommande sur le récepteur donc du drone choisi, et vous allez pouvoir donc piloter tous vos drones avec la même radiocommande. Donc c'est important selon moi de bien choisir sa radiocommande, surtout si vous comptez évoluer avec différentes machines, de bien choisir votre protocole de transmission, parce que c'est quand même quelque chose qui va vous durer longtemps. C'est un investissement, mais c'est pour moi un des investissements le plus important justement dans le drone FPV. Une fois qu'on a choisi la radiocommande, on va pouvoir choisir le masque ou les lunettes, donc qui vont être le retour vidéo donc, de votre drone. Alors, il faut bien dissocier, on a la caméra ici donc du drone qui est la transmission de ce que voit le drone pour le piloter. C'est différent de la caméra qui va enregistrer par exemple une vidéo avec une caméra d'action qu'on mettra sur le drone. Donc il y a différents drones, il y en a qui sont faits uniquement avec une caméra donc, basique qui vous donne le retour vidéo, qui enregistre mais qui est en mauvaise qualité entre guillemets, qui n'est pas en très bonne qualité pour exploiter un montage vidéo. Et il y a d'autres drones qui sont faits justement pour porter une caméra dédiée pour faire de la prise de vue. Donc là encore, ça va dépendre de ce que vous souhaitez, si vous souhaitez juste faire du pilotage ou si vous souhaitez faire des belles images. Donc pour les petits drones type TinyWhoop par exemple, donc ça c'est ce format-là, on a juste une caméra qui permet donc d'avoir le retour vidéo par le masque. On n'a pas de quoi fixer une caméra style GoPro dessus parce que ce serait trop lourd. Donc là, ces petits drones de ce type-là, c'est vraiment uniquement pour s'entraîner. La caméra, c'est une qualité HD, il y en a même qui sont en 4K, mais c'est pas stabilisé, donc c'est très peu exploitable. Donc là, encore une fois, c'est plus des petits drones pour s'entraîner à piloter. Pour les masques, vous avez le choix entre version analogique ou version numérique. Vous avez masque ou lunettes. La version analogique, c'est un peu moins cher, surtout en version de base, comme ce masque-là, c'est un peu moins d'une centaine d'euros, mais ça reste limité en termes de qualité de réception. C'est quand même pas très net lorsqu'il y a des petits détails à voir. Le numérique, c'est un peu plus cher, mais on a une très bonne qualité vidéo. L'inconvénient du numérique, c'est que lorsque le signal s'affaiblit, la plupart du temps, ça coupe de manière assez nette, alors que l'analogique va prévenir un petit peu, ça va devenir un petit peu noir et blanc, on va avoir des stries, des traits, et donc du coup, ça va vous alerter un petit peu du début de la perte de réception. Donc en fonction de votre budget et de vos attentes, vous pouvez donc commencer soit avec de l'analogique, soit avec du numérique. Personnellement, si c'était à refaire, je partirais directement sur du numérique parce que actuellement, maintenant, tous les drones que j'achète sont en numérique et je préfère justement la qualité vidéo numérique. Pour vous donner un ordre d'idée, un masque analogique avec lequel j'ai débuté, c'est moins d'une centaine d'euros. C'est très bien pour débuter, en intérieur ça va bien. Maintenant, on a une portée très faible. Dès que le drone vole un petit peu loin en extérieur, et bien du coup ça brouille rapidement. Le moindre arbuste qui est à proximité, qui perturbe un petit peu donc la transmission. Donc au niveau de la qualité de la réception,
c'est très bien pour débuter, mais en revanche, c'est très pénalisant lorsque vous utilisez ce même masque avec des drones qui vont un peu plus loin, des 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces ou autres. Du coup, l'analogique pour débuter, encore une fois, soit vous achetez un premier prix moins de 100 euros, mais pour des vols assez restreints, ou soit alors à ce moment-là, vous investissez directement dans un bon masque ou des bonnes lunettes qui vont vous durer plus longtemps et que vous allez pouvoir utiliser avec vos différents drones, même si vous évoluez. Ensuite, donc analogique numérique, si c'était à refaire, je commencerai directement avec le numérique parce que j'aime bien la qualité vidéo, la qualité du retour vidéo. C'est un peu plus cher, mais personnellement, je trouve c'est plus agréable en termes de pilotage. On a également un élément dont on parle peu, c'est le chargeur de batterie, les fameuses LiPo. Lorsqu'on achète un drone FPV, ce n'est pas des batteries intelligentes comme les batteries DJI qui se déchargent tout seul. Il faut les gérer justement manuellement avec un chargeur dédié. Donc ces batteries sont plus sensibles, elles peuvent être justement plus dangereuses. Donc ça nécessite d'avoir un chargeur qui permet justement de gérer les charges, mais aussi les décharges, de pouvoir les mettre en phase de stockage, d'équilibrer les cellules, etc., etc. Donc de prendre soin de vos batteries parce que c'est la sécurité et c'est aussi la durée de vie de la batterie qui est en cause. Donc je vous conseille aussi d'acheter un chargeur digne de ce nom. Au début, j'ai commencé avec un chargeur où je pouvais juste charger, pas gérer justement les différents cycles de charge, etc. Mais je trouvais que c'était limite au niveau de la sécurité, ça pouvait chauffer, la gestion des batteries n'était pas forcément optimum. Donc là, j'ai investi pour un peu moins de 100 euros, encore une fois, et bien du coup, vous avez un chargeur qui vous permet de charger plusieurs batteries en même temps, de faire des cycles de décharge, d'équilibrer les cellules, donc de vraiment prendre soin de vos batteries. Donc c'est au niveau de la sécurité et de la durée de vie des batteries, c'est un investissement à ne pas négliger. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de cellules va déterminer le voltage de votre batterie, et donc il faut des moteurs et des cartes mères justement associées à cette intensité, à cette puissance de batterie. Donc pour des petits drones 2, 3, 4S en général, c'est ce qui se fait. Pour des drones un petit peu plus grands, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, c'est 4S ou 6S. Et sur des drones un peu plus puissants, on peut même utiliser des 8S. Donc là, c'est aussi déterminant dans votre choix au niveau du chargeur, de choisir le bon chargeur qui va pouvoir prendre donc, tous ces types de batteries pour pouvoir justement les optimiser et gérer la sécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le voltage est déterminé justement par le nombre de cellules, mais qu'on a aussi la capacité de la batterie en milliampères-heure, ce qui va permettre justement d'avoir plus ou moins d'autonomie. On serait tenté de prendre des grosses batteries, 1000 mAh, 1500, mais sauf que c'est des batteries plus lourdes et donc le poids est au détriment de l'autonomie. Donc c'est souvent un rapport justement entre le poids de la batterie et la puissance du drone. Donc en moyenne, il faut savoir aussi qu'avec un drone FPV, on vole à peu près 5 minutes. Maintenant, on peut voler jusqu'à 8-9 minutes avec des drones spécifiques assez légers et des batteries étudiées. Mais en général, un drone, que ce soit un Tiny Whoop, un Cine Whoop ou un 5 pouces équipé d'une caméra, les vols, c'est plutôt en moyenne, plutôt dans les 5 minutes. Donc pour résumer, là encore, si vous comptez évoluer dans l'activité FPV, je vous conseille de prendre un chargeur qui est polyvalent, qui charge jusqu'à 6S, voire même 8S si possible. Vous avez des chargeurs qui sont donc sur le courant continu ou sur le courant alternatif qui permet d'être alimenté directement par une batterie de voiture ou même une grosse LiPo. Donc ça vous permet sur le terrain justement de les utiliser. Donc là, vous pouvez choisir donc, différents modèles. Je vous mets le mien donc, que j'ai choisi qui est donc, courant alternatif, courant continu, qui permet de charger jusqu'en 6S, deux batteries simultanément et différentes options donc, de calibrage, de paramétrage. Il coûte un peu moins d'une centaine d'euros, mais je sais que je vais pouvoir l'utiliser longtemps avec mes différents drones. Donc maintenant qu'on a un radiocommande, on a choisi le type de masque ou de lunettes qu'on va utiliser. Les batteries, on a vu un petit peu donc, les différents types de batteries. On va pouvoir choisir le type de drone. Donc si vous sortez tout droit du simulateur, vous n'avez jamais piloté en vrai un drone FPV, soit vous achetez le pack Beta FPV par exemple ou équivalent pour moins de 200 euros et là vous avez donc de quoi vous entraîner mais ce ne sera pas évolutif. Soit vous achetez un Tiny Whoop, donc un petit drone comme ça. Encore une fois, vous avez des modèles Beta FPV, mais il y a d'autres marques qui font des types de drones similaires. Vous avez une qualité vidéo un peu meilleure, mais ce n'est pas stabilisé. En revanche, vous pouvez utiliser donc soit avec votre radiocommande, votre masque analogique ou numérique en fonction donc, du modèle que vous allez choisir. Donc là, c'est plus la taille et l'utilisation qui va être déterminante.
Le Tiny Whoop, je le réserverai plutôt à un usage intérieur ou alors en extérieur avec très peu de vent, mais c'est plus pour moi pour m'amuser à l'intérieur, pour me faire la main, pour piloter. Il a l'avantage d'être très solide, hein, il a pris beaucoup de crash et à part changer les hélices, voilà, il est toujours vivant. On peut l'utiliser en 3S, en 4S et ça reste un format qui permet de se faire la main et donc d'évoluer progressivement sans prendre trop de risques au niveau de la casse matérielle. L'inconvénient du Tiny Whoop, c'est que c'est réservé encore une fois à du pilotage. On ne va pas pouvoir faire de la prise de vue avec une caméra dessus, type GoPro ou autre. Donc, Tiny Whoop, c'est une solution. L'idéal, peut-être, si c'était à refaire, je commencerais peut-être directement du simulateur à un Tiny Whoop. C'est-à-dire que là, c'est un compromis. C'est plus gros qu'un Tiny Whoop. Ça permet de voler en extérieur même quand il y a un petit peu de vent. Alors, pas beaucoup quand même, hein. Dès qu'il y a des rafales, ça peut commencer à être un petit peu problématique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut lui mettre une caméra type caméra d'action, que ce soit GoPro ou Instago 2, parce que j'ai optimisé justement au niveau de l'autonomie et elle a une très bonne qualité. Mais on pourrait très bien mettre une caméra type GoPro 9 même, hein, dessus, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous pouvez choisir 4S ou 6S. Si vous débutez, le 4S, c'est bien. 6S sera un petit peu plus de pêche. Si c'était à refaire, je le prendrais en 6S. Là, c'est en 4S. Mais bon, ça me va très bien. Donc, c'est vraiment le drone que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, c'est très plaisant. Et il est assez facile, on va dire, à piloter, voire même un petit peu plus stable qu'un Tiny Whoop. Parce qu'un Tiny Whoop, c'est tout petit. Ça nécessite d'être très précis, surtout en intérieur. Donc là, le Cinehoop, je trouve que c'est un bon rapport justement, poids, puissance, prise en main, pilotage. Ça a des mouvements pas trop rapides. Ça permet de s'entraîner à piloter, mais ça permet également de faire des prises de vue avec une caméra donc dessus. Celui-là, donc je l'ai choisi en numérique, ce qui fait qu'il est compatible avec mon masque donc DJI, contrairement au Tiny Whoop qui était avec le masque analogique. Et du coup, là, au niveau de la portée, c'était pas terrible. C'est également le cas de ce 5 pouces qui était fait donc pour recevoir une caméra Insta 360, donc 360 degrés, ce qui fait que ça faisait des prises de vue à 360 degrés, mais j'étais en analogique et c'est vrai qu'encore une fois au niveau du signal, eh bien, je trouvais que je perdais un petit peu trop rapidement le retour vidéo et c'est pour ça que je préfère maintenant passer en mode numérique au niveau du masque. Au-dessus de la taille d'un Cinewoop qui fait 3 pouces ou 3 pouces et demi suivant les modèles, on peut avoir donc des drones qui font 5, 6, 7 pouces. Là, on va avoir des drones qui n'ont pas de protection au niveau des hélices, qui sont un peu plus rapides, donc qui volent très bien en extérieur, même avec un petit peu de vent, mais qui sont un petit peu plus dangereux entre guillemets parce qu'ils ont de la vitesse, ils ont plus de poids et ils ont des hélices qui ne sont pas protégées, contrairement aux Cinewoop ou aux Racewoop qui sont des Cinewoop un peu plus rapides. Donc là, c'est aussi à voir. Pour débuter, c'est sûr que si vous débutez avec un 5, 6 ou 7 pouces, bah là, ça va déjà être un petit peu plus complexe. Au niveau de la casse, eh bien, les hélices sont moins protégées, les bras peuvent casser un peu plus facilement parce qu'on a un peu plus de vitesse. Donc là, c'est un peu plus engagé au niveau de on va dire, de la progression. Pour les drones 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, là encore, vous allez pouvoir avoir le choix donc, du protocole de transmission. Donc encore une fois, au niveau de la radiocommande, soit en protocole donc 2 Go 4 GHz, soit en protocole Crossfire. Au niveau de la réception vidéo, vous allez pouvoir choisir soit entre le numérique ou l'analogique. Une fois que vous avez choisi le type de drone avec lequel vous voulez débuter, commencer ou évoluer, eh bien, il va falloir aussi savoir ce que vous voulez faire. Comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez faire de la prise de vue, que ce soit avec une GoPro, que ce soit le modèle 9, 8, 7, 6 ou une Osmo Action ou une Insta 360, que ce soit le modèle Insta 360, la One Air ou alors une Insta Go 2 qui est très légère, en fonction de la caméra que vous voulez positionner dessus, ça va être déterminant de choisir justement le type de drone et les batteries utilisées, notamment pour le poids, puisqu'on sait en FPV, plus le drone sera chargé et moins on aura d'autonomie. Donc là, c'est un compromis à voir en fonction de vos attentes et de vos besoins. Si vous avez déjà une GoPro, alors les GoPro 6 sont très plébiscitées par le monde du FPV parce qu'elles ont une très bonne qualité, elles ont la stabilisation justement Real Steady qui est une stabilisation en post-production. Là encore, en fonction du type de caméra, vous allez avoir différentes options. Si vous voulez filmer, donc faire des images cinématographiques, donc GoPro, c'est vrai que c'est une valeur sûre. Vous avez différents modèles, 6, 7, 8, 9.
L'avantage d'avoir une GoPro, c'est que vous pouvez aussi stabiliser en post-production. Vous avez différents types de stabilisation de l'image. Vous avez la stabilisation interne liée donc à la GoPro, mais vous pouvez utiliser un logiciel payant qui est Real Steady Go, qui va permettre avec le gyroscope, le GPS interne donc de la caméra GoPro, de stabiliser les images en post-production ultérieurement. C'est une manœuvre supplémentaire, mais ça vous assure une très bonne stabilisation. Ça fait quand même office de référence en termes de qualité d'image et en termes de stabilisation. Les GoPro, c'est quand même justement pour ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire des images qualitatives. Donc si vous avez une GoPro, si vous voulez l'utiliser en FPV, eh bien là, il faudra quand même un drone qui soit suffisamment puissant pour pouvoir la supporter. Par exemple, vous avez des Cinewhoop type Pavo de Beta FPV qui sont un peu limites justement pour embarquer une GoPro 9 qui est déjà assez conséquente. Donc la GoPro, si vous en avez une et si vous voulez faire de la qualité ou si vous souhaitez justement passer au FPV pour faire de la vidéo qualitative, GoPro, je pense que c'est un très bon choix. Couplé au logiciel Real Steady Go, en post-production, ça vous assure quand même a priori au niveau de la qualité vidéo, ce qui se fait de mieux sur des caméras d'action embarquées. Les autres options possibles, vous avez l'Osmo Action, alors que j'utilise moi, mais je suis un peu déçu parce que c'est une stabilisation interne, je n'ai pas la possibilité de stabiliser en post-production et c'est moins précis qu'une stabilisation donc Real Steady Go avec GoPro. Donc l'Osmo Action, elle est très bien, elle n'est pas trop lourde, encore une fois, comparée même avec la GoPro 9, elle est un peu plus légère, mais au niveau de la qualité vidéo, je ne suis pas aussi satisfait qu'une GoPro par exemple. C'est pour ça que j'utilise maintenant en FPV l'Instago 2 qui est en 2K seulement, mais qui a une stabilisation en post-production possible et qui est très efficace. Donc c'est vraiment pour moi le compromis poids, qualité vidéo optimum. J'attends de voir ce que donnera la GoPro 10 par exemple, mais si elle est trop grosse, c'est vrai qu'en FPV, c'est pénalisant. Donc personnellement, je suis très satisfait de mon Instago 2, justement au niveau qualité vidéo, poids, encombrement. Donc attention si vous prenez un Cinewhoop, parce qu'ils seront plutôt dédiés justement à des caméras légères. Et donc, il y a l'autre option qui est donc de prendre une caméra naked, c'est-à-dire une caméra qui est désossée, qui est allégée. C'est une GoPro, hein, donc c'est l'optique et le mécanisme, l'électronique d'une GoPro, mais dans une coque épurée avec la batterie qui est alimentée donc directement par le drone. Donc, on gagne en poids. Mais en revanche, on peut l'utiliser que sur le drone FPV. On ne peut pas l'utiliser en caméra d'action autre. Donc là, encore une fois, c'est un choix à faire selon votre besoin, mais vous avez différentes options de caméra. Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une caméra d'action que je peux utiliser à la fois sur mon drone et dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très partisan justement des options de caméra naked qui sont donc des caméras épurées dédiées au drone. Et parmi tout ça, on a DJI qui arrive avec son drone FPV prêt à voler. Tout est inclus dans le pack. On a la règle de commande, le masque, les batteries, tout ça c'est prêt à voler, c'est automatisé, on a plein d'assistance, etc., etc. Donc là, je dirais que c'est un peu un hybride. C'est quelque chose qui est évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez débuter avec, même si je ne recommande pas parce que c'est quand même très cher. Et en FPV, eh bien, lorsqu'on progresse, eh bien, il y a forcément des crashs et là-dessus, ça ne pardonne pas. Donc, c'est ce que je disais donc, dans mon test d'essai déjà. Donc, l'avantage, c'est que c'est un tout en un. On a la caméra qui fait à la fois retour vidéo et aussi donc, dans le masque. L'avantage, c'est qu'on peut justement orienter la caméra en vol, ce qu'on ne peut pas faire avec des drones FPV traditionnels. On a tout ce qui est assistance, détection d'obstacles, retour à la maison automatique en cas de perte de signal, bouton stabilisation panique entre guillemets si on veut stabiliser ce drone. Donc c'est quelque chose de très évolutif et de très sécurisé. Maintenant, ça coûte cher, quoique si on fait le global d'un drone, plus la radiocommande, plus le masque, plus le chargeur, plus les batteries, tout ça, c'est le prix d'un pack du FPV Combo. Maintenant, c'est un peu limite selon moi au niveau de la qualité vidéo. On est soumis donc à la qualité de l'image, donc de la caméra embarquée. C'est une stabilisation interne, donc on ne peut pas la revoir en post-production comme Real Steady Go par exemple avec une GoPro. Et on n'a pas une qualité optimum quand même au niveau de la caméra, même si c'est déjà très satisfaisant. Je pense qu'une GoPro 9 fait mieux que la qualité donc, de cette caméra intégrée au DJI FPV. On va avoir également des facilités au niveau de la batterie. Ce sont des batteries intelligentes qui permettent donc la décharge automatique, la recharge avec le chargeur dédié DJI. Donc on a tout vraiment qui est compris dans le pack et c'est quelque chose qui est
et qui est surtout très vite mis en œuvre lorsqu'on veut voler. Contrairement à des drones FPV où il faut passer par un peu de paramétrage par un logiciel qui est souvent donc Beta FPV. Il y a plein de tutos, enfin c'est assez facile, mais c'est vrai que c'est moins contraignant qu'un drone DJI où là, toutes les mises à jour, tout ça se font de manière assez naturelle et assez intuitive. Je vais faire une vidéo dédiée justement après plusieurs mois d'utilisation pour vous exprimer mon ressenti par rapport à ce drone-là. C'est un drone très plaisant, mais je ne pense pas qu'il apporte les mêmes possibilités qu'un Cinewhoop. Il pourrait se comparer éventuellement à un 5, 6 ou 7 pouces parce que c'est un drone qui est plus rapide voilà, qu'un Cinewhoop. Maintenant, encore une fois, on a quand même quelques inconvénients. Il n'est peut-être pas aussi agréable à piloter qu'un drone FPV traditionnel, selon moi. Donc, je vous détaillerai ça dans une vidéo prochainement. C'est une alternative. Maintenant, pour commencer, je dirais que ce n'est pas forcément le drone idéal, même s'il y a pas mal d'automatismes. Malheureusement, en cas de crash, ça peut coûter très cher. C'est pas réparable soi-même et donc du coup, pour débuter, je pense que ça limite un peu et ça peut coûter cher. Donc pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur drone pour débuter. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que faire du FPV avec un seul drone, au début, je le concevais. Maintenant, j'aime bien avoir plusieurs drones en fonction de l'endroit et de ce que je veux filmer. Donc ça, c'est vraiment plutôt dédié le Cinewhoop à des plans lents, près des obstacles, faire de la proximité ou alors en intérieur dans des bâtiments désaffectés. Le Cinewhoop, c'est vraiment pour s'entraîner en intérieur chez moi dans mon salon. Le 5, 6 ou 7 pouces, là c'est plus des drones pour l'extérieur, pour faire des vols assez lointains et surtout avec beaucoup de vitesse. Mais on n'a pas la protection des hélices, donc c'est un vol qui est plus engagé. Un petit peu comme je pourrais faire justement avec le drone DJI FPV. Donc dans l'utilisation, voilà, ça se rapproche un petit peu. Le drone DJI FPV, c'est plus pour moi une utilisation justement au niveau des plans, comme je pourrais faire avec un 5 ou un 6 pouces par exemple. Alors ça fait quand même pas mal de choix à déterminer lors de l'achat, donc il y a quand même pas mal de choses justement à connaître. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en fonction du choix du type de drone vers lequel vous souhaitez vous orienter. Il faut savoir aussi au niveau de la réglementation que le drone FPV, c'est pas si facile. Si vous êtes tout seul, en théorie, vous n'avez pas le droit de voler en immersion puisqu'il faut un observateur à proximité de vous qui est le drone tout le temps en vue. Donc ça implique de ne pas voler trop loin. Donc tout ce qui est vol mid-range, long-range, c'est-à-dire des vols à longue distance, eh bien en théorie c'est difficile à faire en France. Voilà pour la petite partie réglementation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à choisir et à connaître au début, notamment les différents logiciels pour les mises à jour, donc Beta FPV, c'est des petites choses à paramétrer qu'on n'a pas forcément à faire sur un drone stabilisé type DJI. Il y a également la radiocommande aussi à paramétrer, qui est une étape assez importante et qui n'est pas forcément intuitive, mais il y a plein de tutos dédiés sur Internet qu'on peut trouver. Donc, c'est un peu plus complexe que du vol stabilisé. Personnellement, je ne suis pas fan des soudures, même si j'en ai fait quelques-unes, ou de la réparation ou du montage complet du drone FPV. Je préfère les acheter en pack déjà quasiment tout prêt à voler, même si c'est quand même bien de savoir un petit peu comment démonter, comment réparer le drone au cas où. Vous n'êtes pas forcé de passer par ces étapes-là, mais c'est quand même bien de connaître un petit peu aussi ce qui se passe, comment c'est fait en cas de crash par exemple, en cas de réparation. Donc le drone stabilisé, c'est très bien, c'est indispensable pour faire des plans un peu plus tranquilles entre guillemets. Mais c'est vrai que le drone FPV, que ce soit en termes de plan, mais surtout en termes de pilotage, c'est des sensations qui sont quand même assez uniques. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!